On a des questions. Après, on passera au jeu questions-réponses. Mes chers collègues et camarades de Vida France, les responsables de l'association et entreprises haïtiennes de France, les représentants d'églises haïtiennes de France, mes chers et distingués invités, chers compatriotes ici présents, chers compatriotes internautes, auditrices et auditeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Permettez-moi d'abord de vous manifester la joie que j'éprouve de vous voir ici rassemblés et unis pour cette grande première dans la communauté haïtienne de France et également une première dans les annales des organisations politiques d'Haïti et de la diaspora haïtienne du monde en titrant cette invitation la rentrée politique. Le tourbillon que traverse notre cher Haïti a voulu que nous soyons toutes et tous ensemble pour dégager certaines perspectives pour le MUDA, que je vous rappelle est le mouvement d'union de la diaspora haïtienne pour Haïti, le premier parti sociopolitique de la diaspora haïtienne. C'est un combat très difficile et il ne peut nous rebuter. Dans certaines circonstances, le courage n'est pas de s'abstenir, mais de tenter plutôt l'impossible. Nous éprouvons à tort ou à raison l'intuition que nos ancêtres sont avec nous pour réhabiliter cette nation qu'ils avaient eux-mêmes construite et que leurs descendants ont laissé partir sans faire de bruit. Depuis 1986, nous savions que la nation haïtienne est à reconstruire et qu'il fasse faire revivre les repères de 1804, que nos ancêtres, les déportés africains, nous ont légués en héritage dans un pays totalement déboussolé. La longue marche que nous avons entamée depuis septembre 2008 dans Go Back to Haiti, avec le cyclone Nana, en passant par le 13 janvier 2010, le lendemain du terrible tremblement de terre qui laisse encore des séquelles à nous toutes et à nous tous, puis au 30 juin 2013, lors de la cérémonie d'intronisation et d'investiture de la délégation de MUDA de France, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas un long fleuve tranquille. Certes, il y a certaines choses que nous ne prévoyons pas, mais c'est en allant vers la mer que le fleuve prouve sa fidélité à sa source. Je dis à compatriotes, nous en face à propre destin. Il y a un destin qui souvent compte très maléfique pour nous. Si tous les empiles dans nous, croyants ou pas croyants, patriotes, marchands de pays et latriers, comptent toujours amuser nous à petit, pour qui c'est moi qui pour bailler exemple là, et que dans l'état pays salier, pour qui c'est moi qui pour la ta vie ranger. Nous, État haïtien d'abord et diaspora haïtienne ensuite, nous avons compris que le destin du pays nous échappe. Alors, nous allons aborder le problème de la manière suivante. Réclamation de droits, perte de conscience politique autonome, faillite de cette nation, perspective. Est-ce un délit ou un crime pour la diaspora de réclamer ces droits? N'a pas demandé droits parce que ce n'est pas nous qui mettons grand goût sous toute forme en Haïti. N'a pas demandé droits parce que ce n'est pas nous qui mobilisons, c'est nous qui mobilisons pour demander ministère pour les respecter les droits victimes choléra, pour dédommager et puis mettre des programmes sous pied pour permettre de joindre bon gens de l'eau. N'a pas demandé droits parce que c'est nous, famille, nous y en premier pour voir qui choisit pour eux. N'a pas demandé droits parce que c'est pas. Si ce n'est pas nous en premier, Haïti a disparu déjà à tout le monde qui est là-dedans. Les affaires de la diaspora, ça, c'est une gros logique. Et nous rassurer tout le monde que droit, ça, il faut qu'il marche main en main avec des voix. Et ma connaît tout avec la justice
pour garantir droit yon à vote. La réclamation de ces droits par la diaspora haïtienne est un principe noble et une stratégie légale des filles et des fils éparpillés de la nation haïtienne. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. En fonction de ces articles, tout Haïtien vivant en Haïti et dans la diaspora devrait lutter pour l'obtention et le respect de ses droits civils et politiques, puisqu'Haïti est membre de l'ONU et a bel et bien signé cette déclaration. L'article 2 de ce document définit clairement les droits et les libertés que doivent jouir les ressortissants résidant au diaspora d'un pays. Lisons ensemble. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire, soit indépendant, soit sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Donc, à partir de cet article, nous pouvons dire que les Haïtiens de la diaspora que nous sommes, qui réclament leurs droits civils et politiques, comme le droit de vote, le droit de se porter candidat à tous les niveaux aux élections partielles ou générales en Haïti, ou pour travailler dans les fonctions publiques à haut niveau sont raisonnables et cette revendication est tout à fait légitime. Dans le même ordre d'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une loi universelle inaliénable, nous devons questionner les motifs cachés de nos dirigeants politiques haïtiens de tous bords, puisqu'ils sont premièrement des humains, appelés à être corrompus s'ils n'embrassent pas le principe de la loi morale universelle qu'Emmanuel Kant définit dans son livre phare, Le fondement de la métaphysique des mœurs, 1785. Et deuxièmement, ils sont responsables de la descente aux enfers d'Haïti et de la désorganisation de la diaspora comme citoyens passifs, opportunistes, inconscients et égocentriques. Selon Kant encore, le bien ne doit pas être fait par inclination, mais par devoir. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi morale. C'est pourquoi cette lutte de la diaspora haïtienne réclamant leur droit de vote et leur participation à la gestion des affaires publiques et politiques ne restera pas seulement sur le terrain national, mais continuera dans chaque pays, dans chaque État, où d'autres droits qui sont fondamentaux comme la dignité des Haïtiens piétinée par les gouvernements des pays hôtes, la responsabilité totale de l'ONU par rapport aux victimes du choléra en Haïti, l'irresponsabilité des dirigeants politiques et de la société civile face à la famine imposée par des commerçants contrebandiers, la communauté internationale, le business des ONG, la passivité des dirigeants et dirigés, etc. Je vais citer Christian Baldgeri, auteur du texte titré « Le principe de responsabilité fondement de la démocratie », dans le numéro 92, de pouvoir qui aborde la responsabilité des gouvernants. Voici un extrait de ce texte. Pourtant, la multiplication des scandales, des enquêtes parlementaires et judiciaires, des motions de censure, des interpellations et de mise en examen prouve bien que le principe de responsabilité reste encore un principe de référence des démocraties contemporaines. Telle la lumière d'un astre mort, il éclaire encore le citoyen et la classe politique, mais l'état de droit démocratique semble aujourd'hui à court d'idées pour le faire survivre. Le droit parlementaire et les juridictions politiques ont montré leurs limites. L'intervention du juge ordinaire n'est guère plus satisfaisante pour trancher des questions éminemment politiques. Quant à l'appel du citoyen, il semble d'écho, soit que le chômage le préoccupe au premier chef, soit que l'écœurement le gagne et qu'il se détourne de la vie publique, soit même qu'il soit tenté par la violence populiste. L'invention démocratique semble aujourd'hui en panne et incapable de trouver des solutions politiques à la crise du politique.
Jean-Jacques Rousseau n'avait pas tort de déclarer: s'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Fin de citation. Aujourd'hui, nous avons vu la limite de diviser tous les Haïtiens pour faire régner l'international avec l'incapacité de nos grands diplômés qui maîtrisent parfaitement les théories de l'autre, mais qui sont frappés d'autisme intellectuel en publiant en 1987 une constitution agréable dans la forme, mais dépourvue de tout bon sens d'unité des Haïtiens, en rejetant une large majorité de ses filles et de ses fils, malgré un dénouement positif qui essaie de provoquer la constitution amendée, qui a toujours du mal à s'imposer. Avec l'émergence de MUDA comme parti politique de la diaspora, il est bon de signaler au grand public qu'il est grand temps de cesser les petites querelles de chapelle qui divisent notre grande communauté diasporienne et la nation haïtienne, et de s'adonner en lieu et place à l'avancement de notre agenda collectif, qui est tout d'abord l'organisation sociale, économique, politique, rationnelle, viable et efficace de notre patrie commune Haïti, en passant par le grand dialogue national. Maintenant, la perte de la conscience politique autonome. Le destin du pays nous échappe. On peut s'interroger: comment sommes-nous devenus les esclaves de nous-mêmes et des autres? Comment ce processus a eu lieu? Nous arrivons aujourd'hui dans une période de grandes contradictions fondamentales qui apparaissent devant tout le monde, et si nous ne les classons pas, ces contradictions vont nous avaler. C'est un processus long et lent de décimation de la conscience politique autonome d'un peuple. Pour ma part, ce phénomène a commencé en 1816, date à laquelle Haïti est devenue république. Dans l'acte de l'indépendance d'Haïti, il est écrit: cette république qui a combattu toutes les nations, il est vrai, mais qui n'a jamais vaincu celles qui ont voulu être libres. Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Chevènement. C'est en s'identifiant à un modèle qui vient de loin dans l'histoire de la Grèce et de Rome que la France peut encore signifier quelque chose pour le reste du monde. Qu'est-ce qui fait que nous avons perdu notre mémoire en tant que peuple pour nous diriger et nous prendre en charge en tant que peuple et faire des exigences? L'autonomie en tant que capacité, compétence, performance d'un peuple de se prendre en charge à n'importe quel prix, de mettre en place une politique nationale qui tient compte de ses attentes et de ses intérêts, de mettre en place une politique économique et politique nationale de consommation locale. Quand un peuple connaît son histoire, connaît ses réalisations, connaît le cheminement et sa participation dans l'évolution de l'histoire du monde, ce peuple acquiert la fierté de soi. Ce peuple bénéficie d'un effet moral de dire: voilà, nous étions dans l'histoire du monde et nous serons dans l'histoire du monde. Cette conscience politique autonome a pour source centrale la conscience historique. C'est la conscience historique qui est la colonne vertébrale de la conscience politique autonome. Quand un peuple connaît son histoire, il connaîtra également ses réalisations en tant que peuple. Certainement, il faut apprendre l'histoire des autres, mais il faut se connaître d'abord. Voilà le nœud du problème. Un peuple qui a perdu sa mémoire historique est devenu un peuple fragile, il se désagrège. C'est la conscience historique qui lui permet de rester un peuple fort. Patrice Lumumba a écrit: l'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, Washington, Paris ou aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire, et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. 1860, signature du concordat de contrôle du système éducatif par l'Église catholique. 1915,
L'occupation américaine qui a duré 19 ans, les Américains ont détruit l'armée indigène pour la remplacer par les FADH. 1941, phénomène rejeté. 1957, Duvalier est au pouvoir. 1987, nouvelle constitution controversée. 1990, première élection libre et démocratique. 1994, l'occupation américaine une nouvelle fois. 2004, raclement du bicentenaire de l'indépendance et de la poursuite de l'occupation américaine. 2010, tremblement de terre et introduction du choléra en Haïti par l'ONU. 2013, confirmation de la mise sous tutelle d'Haïti et la perte du contrôle de son sol et son sous-sol. Analysons pourquoi Haïti a failli. Nous pouvons affirmer, au vu des résultats sur ces 3 points, Haïti a failli. La seule manière pour nous de nous en sortir, c'est de reconsidérer les 3 situations. 1. La question des religions, la question des confréries et des sectes philosophiques et ésotériques. 2. La question du système éducatif défaillant, la question de la science non maîtrisée par l'élite. 3. La question des institutions politiques. Malheureusement, si rien n'est fait par rapport à ces 3 grands enjeux, Haïti ne s'en sortira pas. Pour ma part, c'est le lieu de demander à l'élite intellectuelle de bien comprendre que la question religieuse qui nous divise est aussi au cœur de notre défaite historique. Je voudrais dire qu'en réalité, si les Haïtiens avaient des pensées pertinentes, ils auraient quitté les sectes ésotériques et à la limite des religions dites révélées, parce que ces religions sont nocives pour leur avenir. Il me semble que pour affronter l'Occident, qu'il faille revenir sur ses bases organisationnelles. Si nous avons perdu, c'est tout simplement la spiritualité ancestrale qui a été compromise. Si nous avons perdu, c'est parce que nos élites ont cru trouver ces équilibres auprès de cette spiritualité. Je termine en disant, il me semble que c'est le facteur le plus important tant que nous n'allons pas réorganiser ces institutions traditionnelles à la fois politiques et religieuses, nous n'aurons pas grand espoir de nous en sortir face à un Occident conquérant qui affine ses méthodes pour nous diviser et elles sont nombreuses. Quand ce ne sera pas la part du capital, ce sera la cooptation au sein de leur secte. Quand ce ne sera pas la cooptation au sein de leur secte, ce sera leur capacité de nuisance, etc. Les Noirs sont divisés pour la simple bonne raison des intérêts de l'Occident. Perspective. Il convient de réhabiliter notre spiritualité profonde afin que nous ayons des cercles religieux propres à nous-mêmes. En cela, c'est l'État qui devrait être le principal acteur en vue de réhabiliter et réguler nos religions traditionnelles pour faire face à un modèle expansionniste des religions révélées par je ne sais qui et de je ne sais quoi. Nous constatons le drame de notre pays. Le pays a un État corrompu, une élite corrompue qui ne sait même pas qu'au cœur de la situation de notre défaite se trouvent les religions. Si la laïcité de l'État a pour but de favoriser les grandes religions qui nous ont mis en esclavage, comprenez bien que ces grandes religions sont financées à hauteur de plusieurs milliards de dollars. À chaque mètre, on trouve une église ou une mosquée. Et pendant ce temps, l'État qui est prétendument un État moderne n'est pas capable de se préoccuper de ses propres traditions. Pour affronter l'Occident, il faut être capable d'avoir nos propres cercles ésotériques. Les initiés haïtiens doivent trouver un espace commun où ils puissent coopter les élites haïtiennes. Nous développons pour vous bientôt notre idéologie haïtisme et notre théorie haïtianisme.
Le caractère aliénant du modèle occidental fait que nos enfants ne s'occupent plus de leur langue, de leur culture. Seuls les cercles ésotériques nouveaux qui tenteront de se réaménager l'espace en vue de récupérer ces enfants pour qu'Haïti puisse s'en sortir. Une école n'est pas neutre. On met à l'école les conditions à partir desquelles un enfant peut être capable de s'émanciper de la domination. Nous devons avoir des zones pour structurer mentalement à travers des théories religieuses, des théories économiques, des théories d'architecture et des théories politiques. Un peuple ne s'en sort pas parce qu'il n'a pas de théorie qu'il diffuse à travers ses modèles de connaissances et à travers les écoles, les universités, les cycles d'enseignement. Les élites haïtiennes procéderont par ses propres théories pour que ces théories puissent servir à irriguer notre propre modèle éducatif. Enfin, les institutions politiques héritées de l'Occident ne sont pas conformes à nos institutions. En conséquence, le MUDA prône plutôt le retour à l'Empire d'Haïti, mais invite quand bien même les élites politiques et intellectuelles à faire des recherches pour savoir quel est le système le plus approprié pour que les Haïtiens reprennent l'audace qui était la sienne. Ce système doit prendre en compte la citoyenneté nouvelle héritée de l'Occident et la rationalité communautaire pour trouver l'équilibre de nos forces à travers l'union des Haïtiens. On suspend à vieille formule noire qui dit « ma coupe pas la donne », la valasse pas la donne, tête calée pas la donne, nèg en haut pas la donne, nèg en bas pas la donne, nèg monde pas la donne, chrétien vaudouisant pas la donne et la trier. Pour nous construire ensemble un pays qui chita sous la justice, la loi, respect bien avec business privé monde. Côté n'a suspend imiter tout ça qui pas bon qu'à monde. Pour nous reprendre droit grandeur nous dans mi-temps l'autre nation yo comme premier peuple, première nation qui te voulait liberté générale pour tout le monde. Là nous dit monde signifie monde. Mais c'est un mot africain qui a le même sens, même Jacques Jean nous dit la canio, et c'est un peu des ancêtres africains qui utilisent le mot ça. Monde ça veut dire l'homme humain. Donc, différents de nègres qui parlent en langage pas nous, mais qui c'est monde qui c'est propre pas nous. Monde pas nous-mêmes. Pas de chimé pochi, pas de route pas bois, mes amis. Faut que la nation haïtienne aille droite dans le grand dialogue national. Là. Pour moi, fini tout bon vrai. Je ne peux pas laisser passer sous silence l'anniversaire de naissance de notre empereur et père de la nation haïtienne, Jacques Ier, dit Jean-Jacques Dessalines, qui, s'il était encore en vie, fêterait ses 255 ans d'anniversaire de naissance, le vendredi 20 septembre dernier. En effet, un 20 septembre 1758, à la Grande Rivière du Nord, naquit le grand Jean-Jacques Dessalines. Malgré des efforts mal intentionnés au fil des ans par les révisionnistes pour changer et réinterpréter le cours de notre histoire, ceux pour tenir l'image de ce grand homme, grand visionnaire par excellence, eh bien, sachez que le MUDA se porte garant de résister à ces vaines tentatives et je vous invite à vous mettre debout pour commémorer pas seulement la mort de ce dernier, mais plutôt de célébrer la vie de ce illustre, vaillant et brave soldat, en clamant toutes et tous en cœur, héros et fort, merci Papa Dessalines. Merci Papa Dessalines. Vive MUDA, vive tout Haïtien, vive Haïti, Haïti d'abord, ça c'est cette priorité fait une fois dans la vie, pour nous pas nos libertés ça. À la génération nous sommes capables de refaire encore. Merci. Monsieur, je vous invite non pas à un débat politique,
discours, mais à des questions-réponses. Vous avez enfin